Bonjour, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire. Ce webinaire qui s'organise, vous le savez, dans le cadre de la campagne Relance verte. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas participé à toutes les opérations de la journée, vous savez sans doute pas complètement ce qu'est cette campagne Relance verte. Elle a été lancée depuis ce matin avec les interventions donc de Christian Brodag, qui est son initiateur, et qui nous avait rappelé combien il était important donc de s'organiser en cette période un peu particulière de reprise des activités et où avec ces crises si nombreuses que nous devons vivre aujourd'hui, eh bien, il est très important que tous les entrepreneurs, tous les acteurs qui s'engagent euh, par leurs investissements, par leurs solutions, puissent le faire avec le plus possible de soutien, d'appui, de facilitation. Et cette campagne Relance verte, eh bien, elle soutient cela, elle aide à la reprise, à la relance verte et durable, de façon à ce que tous les enjeux importants, qu'ils soient sanitaires, économiques, sociaux et environnementaux, bien entendu, puissent être le plus vite et en accélération s'organiser avec le soutien de tous. Donc, dans le cadre de cette campagne, eh bien, moi, j'ai le plaisir d'animer maintenant cette discussion, cet échange auquel vous êtes tous invités à contribuer. Donc, n'hésitez pas sur vos manettes d'articuler vos questions, vos réactions, vos commentaires. Vous avez une rubrique questions. Le chat nous permettra d'y répondre et on aura un temps pour cela, en fin de séquence, eh bien, je veillerai à ce qu'il y ait des questions qui soient posées à nos intervenants et qui viennent de vos propres interrogations. Alors, sachez aussi que l'ensemble de ces questions et toutes ces contributions, tout comme nos échanges pendant cette heure de discussion, seront enregistrés et qu'il y aura un rapport qui sera diffusé ultérieurement et qui permettra donc de retracer tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans le cadre de tous les webinaires et bien sûr celui d'aujourd'hui maintenant. Alors, ce webinaire, il a pour objet tout simplement de s'interroger ensemble sur la renaissance industrielle, durable et collaborative. Il est organisé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Vous le savez sans doute, cette société d'encouragement, elle a plus de 200 ans. Elle est située physiquement place Saint-Germain-des-Prés à Paris et depuis plus de 200 ans, elle encourage les entrepreneurs et son président tout à l'heure nous parlera davantage de sa vision et de ses orientations pour l'avenir, sachant que notre vision partagée à tous est bien de suivre les objectifs du développement durable, de tenter d'organiser des démarches qui puissent s'aligner sur ces grands objectifs de l'ONU qui ont été adoptés en 2015. Et vous le savez qu'il s'agit de ces objectifs qui sont 17 et qui sont tous extrêmement importants à relever, à tenir et qui contribuent avec aussi l'accord de Paris à ces dialogues, à cet engagement au niveau multinational et global. Alors, en l'occurrence, nous avons, pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous avons des intervenants qui sont vraiment de grands spécialistes. Nous allons pouvoir travailler sur trois temps de discussion. Un temps qui sera avec Anaïs Vogelis et Olivier Mousson, qui sera un temps sur les questions de réindustrialisation et d'innovation en partenariat. Donc Anaïs, elle est docteure en géographie géopolitique de l'Institut français de géopolitique et elle est aussi co-auteure de Vers la renaissance industrielle qui est en train de paraître depuis quelques jours aux éditions Maribé. Olivier Mousson est président de la Société d'encouragement. Il est cofondateur de la plateforme numérique Francophile. Et puis un deuxième temps sera le temps de la présentation justement de Francophile. Francophile étant une des solutions, une plateforme numérique qui permet à des porteurs de projets de
présenter des démarches d'entrepreneuriat durable. Eh bien, Jean-Pierre Cordier nous expliquera comment cela fonctionne, pourquoi et quelles sont concrètement les possibilités de soutien, de facilitation qui sont apportées en partenariat à beaucoup d'entrepreneurs. Et Jean-Pierre est lui-même le président de la commission internationale de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et il y aura également une intervention à ses côtés de Denis Deschamps, parce que Denis Deschamps est donc le délégué général de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Et cette CPCCAF a été le partenaire fondateur de Francophile. Il nous dira comment toutes ces démarches peuvent s'articuler à l'échelle de la francophonie. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, nous allons pouvoir entendre deux entrepreneurs qui vont nous faire part de leur témoignage, un témoignage intéressant, important, concret sur la façon dont ils ont développé leur entreprise dans ces moments aussi de post-Covid et de crise mondiale, de façon à nous expliquer comment les partenariats qu'ils ont engagés, ont été également des solutions durables pour leur business et pour leurs activités. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Anaïs pour qu'elle nous fasse part de son analyse aussi, de ses remarques, de ses interrogations sur cette réindustrialisation française dans les territoires, sur les territoires. De quelle façon cela peut-il s'articuler? Est-ce que Anaïs, tu peux te mettre à l'écran, nous lancer et te lancer sur cette discussion? Bonjour, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais on ne te voit pas. Alors non, vous n'allez pas me voir parce que j'ai un problème technique et j'ai donc dû vous rejoindre par téléphone et je n'arrive pas à activer ma caméra. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. J'essaye de résoudre le problème en cours de route, mais ça n'a pas l'air de vouloir venir. Parfait. Ben, écoute, en tous les cas, on t'entend parfaitement bien. Si tu veux donc nous faire part en quelques minutes de tes réflexions sur ce qu'est justement cette réindustrialisation, les enjeux aujourd'hui d'une réindustrialisation qui pourrait être qualifiée de durable et de la façon dont ça pourrait mieux ou pas mieux se passer, selon toi, dans un cadre de partenariat avec d'autres acteurs. Qu'en penses-tu? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Alors, avant de me lancer dans la réindustrialisation dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, je vais peut-être faire un retour aussi sur ce que la crise nous a appris, nous a rappelé. En tout cas, je ne sais pas si c'est des apprentissages ou des rappels. La première chose, c'est on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte dépendance des chaînes de valeur et que la France aujourd'hui n'était plus dans une situation d'autonomie stratégique sur un certain nombre de biens industriels, que cette situation de dépendance, elle est liée à des choix à la fois des entreprises, à la fois des pouvoirs publics qui ont à un moment tenu un discours prônant une économie de service au détriment d'une économie dans laquelle l'industrie avait sa place. C'est le premier grand constat. Deuxième grand constat, et qui est un peu aussi le thème d'aujourd'hui, c'est que on a vu dans cette crise que beaucoup d'innovations qui nous permettaient de trouver des solutions étaient des innovations plutôt frugales. Je pense par exemple au masque de Decathlon qui a pu être utilisé sur des respirateurs. Le troisième grand constat que moi j'ai opéré, c'est que la crise, c'est un appel à sortir des schémas classiques. C'est-à-dire qu'on a vu des industriels capables de reconvertir en très peu de temps leur chaîne de production pour aller produire du gel, des masques, etc. Alors, bien entendu, j'exclus le temps administratif, parce qu'il y a toujours des sujets réglementaires quand on veut faire évoluer sa production. Mais on a vu qu'en quelques semaines, on était aujourd'hui capable d'avoir des lignes de production extrêmement agiles. Donc, c'est un des sujets de la réindustrialisation, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire de manière plus agile pour répondre à l'évolution de la demande. Et le dernier grand constat que je fais, et ça c'est plus un constat que je fais par rapport à mon métier de consultante, c'est que les industriels se sont beaucoup tournés vers leur écosystème dans la gestion de cette crise, vers leurs pairs, ce qui est sûrement une nouveauté par rapport à l'avant-crise. C'est-à-dire la solution se fait dans l'écosystème et pas forcément vers des partenaires classiques de conseil.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre au sujet, les enjeux de la réindustrialisation et les partenariats? Je pense qu'il y a certains autres constats qui sont de plus long terme. Premièrement, c'est que les nouveaux partenariats, c'est quelle va être la place qu'on va donner à l'écosystème, notamment au monde universitaire. Ce que j'observe en tant qu'universitaire, c'est qu'il y a vraiment une défiance des universitaires à l'égard des entreprises, qui sont assez classiquement vues souvent comme le grand capital. Quand je suis dans l'Institut français de géopolitique et à l'université Saint-Denis, donc qui a une histoire assez syndicale assez forte, et donc c'est un des endroits où on voit le plus l'entreprise comme liée au grand capital. Mais de la même manière, les entreprises voient le monde de la recherche un peu aussi en chien de faïence, et c'est sûrement lié à notre modèle d'innovation en France, qui est très différent du modèle allemand, où on est beaucoup sur de la recherche fondamentale et pas forcément sur des applications très concrètes en termes de marché. Donc, je crois qu'une des évolutions à voir dans ces périmètres de recherche où on va lier monde universitaire, monde académique et entreprise pour essayer de trouver de nouvelles solutions, et bien essayer d'aller plus vite vers le marché. Une autre évolution dont on pourrait, notre contexte, difficulté qu'il y a, c'est parfois la difficulté que les industriels peuvent avoir à partager leur innovation au sein, ou leurs idées au sein de l'écosystème, parce qu'il y a des défiances. Donc tout ça pour dire que d'un point de vue académique et opérationnel, je crois qu'il y a 3 éléments partenariales auxquels je pense et qui sont intéressants. Premièrement, et qui vont en lien avec la réindustrialisation, premièrement, c'est miser sur le co-développement avec ses partenaires et ses fournisseurs, c'est-à-dire faire évoluer l'image qu'on a de ces fournisseurs. Ce n'est plus les voir comme de simples sous-traitants, mais comme de véritables partenaires avec lesquels on innove pour apporter de nouvelles solutions, pour favoriser cette production au plus près des marchés. C'est repenser la place du client dans les entreprises et sortir d'une logique qui existe encore trop du client achètera bien ce qu'on voudra lui vendre. C'est repenser toute la culture de l'innovation, c'est-à-dire que on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette culture de l'innovation, et l'innovation, pour la penser, il faut qu'elle soit à la fois une culture interne, et donc du coup ensuite on peut la projeter en allant travailler avec son écosystème, et donc c'est s'investir dans tout l'écosystème, à la fois public et privé, c'est-à-dire travailler avec des startups, travailler avec ses concurrents parfois, travailler avec le monde universitaire. Et la dernière Anaïs, chose, je vais te demander de peut-être conclure pour que Olivier puisse finir. C'était juste la dernière phrase en fait là. Donc je dis la dernière phrase. Et la dernière chose, c'était de repenser les nouveaux modes de coopération en s'investissant dans des tiers-lieux ou en co-investissant avec d'autres entreprises, y compris concurrentes, à la fois dans l'innovation, mais aussi dans des lieux de production. Merci infiniment, Anaïs. Et je crois que tu as utilisé un mot très important et intéressant, même pas un peu inquiétant, c'est celui de défiance. Olivier Mousson, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur ces sujets? Comment faire lutter contre cette défiance et renforcer peut-être ces partenariats et cette innovation par les partenariats? Quelle est l'opinion et l'action de la société d'encouragement pour cela? Alors, je ferai un petit retour vers le passé parce que il faut expliquer comment a été créée la société d'encouragement, et il y a un petit parallèle avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Elle a été créée en 1801 par un collectif d'entrepreneurs, un collectif de scientifiques et également quelques personnes de la société politique, pour se dire qu'il fallait absolument que la France rentre dans le processus d'industrialisation. On avait pris du retard par rapport à l'Angleterre, puisqu'on avait fait la Révolution française et pas la Révolution industrielle, et qu'il fallait donc mobiliser les entrepreneurs, les encourager et diffuser les nouvelles techniques et les innovations. Et je ne vais pas trop développer, mais l'industrie du cinéma, l'industrie de l'utilisation du radium, la naissance l'invention du ciment, beaucoup d'inventions sont nées justement de cette confrontation dans un lieu, un tiers-lieu dédié, l'hôtel de l'industrie, place Saint-Germain-des-Prés, où on pouvait confronter les inventeurs, les inventions et l'entrepreneuriat. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est justement il faut se rencontrer, il faut échanger,
Et quand on ne peut pas le faire, et c'était le cas à l'époque, il faut écrire le contenu des inventions et les diffuser. À l'époque, c'était par papier. Maintenant, c'est plus par Internet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? Eh ben, on essaie de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a quelques centaines d'entrepreneurs et d'inventeurs qui sont membres de la société d'encouragement, et on essaie également de mobiliser des associations, des fondations d'entreprises, des grandes entreprises, des institutionnels comme la Banque des Territoires, des cabinets d'expertise comptable, des écoles, et créer une sorte d'écosystème pour que toutes ces personnes-là, à l'occasion d'événements, Place Saint-Germain-des-Prés, on monte à peu près une centaine de conférences par an où on peut confronter, échanger, partager des expériences et avancer. La deuxième chose que je dirais, et il y a un parallèle également avec ce qui s'est passé donc lors de la première révolution industrielle, c'est qu'assez vite, il a fallu monter des sociétés d'encouragement dans les territoires. Et nous sommes persuadés que l'innovation, elle passe par les scientifiques, mais également par le terrain, par les entrepreneurs, par les entreprises de taille intermédiaire qui s'investissent dans le territoire, par les liens avec les pôles de compétitivité, avec l'université. Et que là, c'est un appel que je lance aussi, c'est que toutes ces manifestations qu'on fait à Paris, on va les faire également de plus en plus en province, et que tous les acteurs qui sont pas uniquement parisiens peuvent également déboucher, et il faut mobiliser les collectivités locales dans ce dynamisme. Le dernier enseignement également, parce qu'on parle beaucoup de déglobalisation, de démondialisation en ce moment, à l'époque, assez rapidement, on a été international. C'est-à-dire qu'on avait des liens avec les sociétés dans toute l'Europe et aux États-Unis, sociétés scientifiques avec qui on échangeait les bulletins. La question de l'environnement, c'est comme la pandémie, elle s'arrête pas aux frontières. Donc, imaginer qu'on puisse régler ces questions-là uniquement chez soi en fermant les frontières, ça me paraît difficile. Donc, on a également une préoccupation de développer des partenariats avec l'étranger, et ce sera l'objet donc de cette plateforme francophile qu'on a montée avec la CPCCAF. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes. Merci. Non, je crois qu'on va devoir peut-être. Je dirais, on est là parce qu'on est convaincu que la réindustrialisation, la renaissance industrielle, elle passe par une ambition, et que cette ambition, elle doit être verte. Pas tant pour changer les processus de production ou contraindre l'entreprise, ça existe, mais et la France est parmi les premières dans ce domaine. C'est pas les pays les plus polluants qui soient sur le plan industriel, mais parce que l'innovation industrielle justement va permettre d'améliorer les performances environnementales. On le voit avec les batteries électriques, on le voit avec les nouveaux matériaux dans le domaine de la consommation des bâtiments. Donc travaillons sur l'innovation et essayons de convaincre les entrepreneurs de la nécessité d'adapter, le cas échéant, leur processus de production. Et puis également, essayons de les convaincre, Olivier. L'importance de parler aux jeunes. Les jeunes sont convaincus, il faut qu'ils entreprennent, et c'est comme ça qu'on changera le monde. D'où l'importance, en effet, d'avoir cette capacité à accélérer les choses, parce qu'il faut les accélérer. On le voit bien, hein, ça va très vite. Et l'innovation, il faut qu'elle soit très vite, la plus possible, en application, hein, sur le terrain et partout. Et en l'occurrence, le digital, puisqu'on dit qu'il faut que les jeunes rentrent le plus vite possible sur ce sujet-là. Et il est bien évident que par le numérique, c'est ça leur voie d'accès. Et les jeunes, ils y sont tous déjà. Alors, comment Francophile va apporter cela? Moi, je demande maintenant à Jean-Pierre Cordier de bien vouloir nous l'expliquer. Est-ce que Jean-Pierre peut arriver parmi nous pour nous dire comment fonctionne Francophile et quel est l'objectif de cette plateforme numérique qui vient d'être lancée, hein, sachons-le, c'est tout récent. À toi la parole. Merci Sylviane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est Francophile, donc, qui a été développé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et avec la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Donc, Francophile, c'est une initiative justement qui vise au développement de l'entrepreneuriat francophone et francophile.
dans un premier temps, puisque, comme l'a souligné Sylviane, nous démarrons. C'est particulièrement important aujourd'hui, à la suite de la crise que nous venons de traverser, mais pas seulement, parce que nous sommes, vous le savez tous, dans un monde en complète mutation, avec cet apport extraordinaire de l'Internet qui permet à tout le monde d'être connecté avec tout le monde. Donc, cette plateforme a été créée dans cet esprit-là et elle est destinée à mettre en relation des entrepreneurs dans tous les domaines, dans les domaines industriels, agricoles, nouvelles technologies, sanitaires, etc., avec un écosystème d'autres acteurs qui peuvent les aider. Ça peuvent être des acteurs privés, des acteurs associatifs ou des acteurs institutionnels. Donc, son but est de favoriser le développement de projets innovants, mais c'est très important et nous y pensons depuis le départ de la mise en œuvre de cette plateforme, de la conception de cette plateforme qui date d'environ 2 ans, en plein accord avec les objectifs du développement durable de l'ONU et en particulier avec l'objectif 17 qui est justement de créer des partenariats. Et alors, donc, cette plateforme est une espèce de bourse de projet. Chaque entrepreneur peut venir gratuitement y exposer son projet avec l'aide d'un parrain. Et ensuite, cette plateforme qui compte déjà aujourd'hui près de 150 adhérents va permettre de mettre en relation les entrepreneurs entre eux, puisqu'il peut y avoir des entreprises qui sont complémentaires et qui ne le savent pas, et également les entrepreneurs avec des financiers, des personnes intéressées, des développeurs, etc. Donc, c'est un espace qui est un espace totalement indépendant et qui va permettre donc nous l'espérons, ce déploiement industriel à la fois en France, bien entendu, mais également dans les pays francophones dans un premier temps. L'Afrique, évidemment, qui est à nos portes, mais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie. Avec cette particularité, Jean-Pierre, qui est qu'on s'adresse avec Francophile aux entrepreneurs de tout l'espace francophone, puisque c'est francophone et francophile, comme son nom l'indique. Peut-être j'appelle Denis Deschamps qui va nous parler de cette dimension, et tu reviendras, Jean-Pierre, pour nous parler du concours, puisqu'on lance un concours. Merci. Denis, est-ce que tu peux nous rejoindre? Merci beaucoup. Parmi vous. Et de compléter ce qu'a dit Jean-Pierre. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, nous devrions tous être à Bordeaux pour le sommet Afrique-France qui devait s'y tenir, 2020, qui a été reporté du fait de la crise sanitaire actuelle. Alors, c'est reporté, mais finalement, cette crise nous a permis de voir et de comprendre beaucoup de choses, et notamment la nécessité de développer on nous a confirmé dans notre certitude qu'il fallait développer des outils de relation, de mise en relation en ligne pour développer les partenariats et la production partagée entre des acteurs économiques francophones et africains. Ce qui est notre cœur de métier. Nous sommes, nous, CPC-CAF, pour le développement du partenariat et de la production partagée entre l'Afrique et la francophonie. En effet, nous développons des projets de coopération et de développement pour nos membres qui accompagnent les entreprises via le rapprochement des communautés d'affaires européennes, africaines et d'autres territoires d'espace francophone, via ce que peuvent faire aussi des territoires, les collectivités territoriales, et sur des trajectoires que nous voulons aussi conformes à celles des objectifs du développement durable. Il faut rappeler que Francophile correspond aussi à l'objectif 17 du développement durable. Donc, nous sommes dans une logique de rapprochement des entrepreneurs, des entreprenants francophones via cette plateforme Francophile. Alors, cette plateforme Francophile est distincte d'autres plateformes qui peuvent exister, qui étaient en projet, parce qu'il ne s'agit pas d'une place de marché virtuelle, pas seulement d'une place de marché virtuelle, il ne s'agit pas d'une marketplace, pour parler en mauvais francophone, parce que
au-delà de la rencontre en ligne entre les acteurs, qui est opérée, comme l'a expliqué fort bien Jean-Pierre, nous, ce que nous voulons développer, c'est des rencontres physiques entre les acteurs, que ça se passe à Paris, dans les locaux de l'Hôtel de l'Industrie à la Saint, Société d'encouragement, ou dans les locaux de nos membres, dans les 27 pays africains qui sont parmi nos 32 membres de la CPCCAF. Alors, un intervenant suivant, ce sera François-Jean Bello. François-Jean Bello, il pourra témoigner du fait qu'il est intervenu dans les réunions que nous organisons au sein de la CPCCAF, où nous réunissons nos 200 délégués, nos partenaires, dans les 32 pays et 22 pays et 27 pays africains qui composent la CPCCAF. Ce que je voudrais rappeler, c'est le point fort de notre action, le point fort de Francophile, c'est que Francophile se situe dans la dynamique des projets de coopération que nous mettons en œuvre. Et il peut proposer des formations spécialisées pour les gens, les entrepreneurs et entrepreneurs qui participeront à Francophile. Et il agit pour le développement de partenariats commerciaux. Cette plateforme agit pour le développement de partenariats commerciaux entre entrepreneurs francophones et francophiles. Voilà, j'aimerais bien que Francophile puisse être un modèle et j'ai tendance à croire que cette crise sanitaire actuelle nous donne raison et nous permettra de développer ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci. Je note qu'une des particularités, c'est d'avoir l'accès, grâce à Francophile, à des programmes de formation, à des investisseurs aussi, à des programmes de soutien de la part de beaucoup d'organisations. Jean-Pierre, tu nous dis aussi peut-être quel est le coup de pouce qui est donné à l'occasion de cette année, et tout particulièrement parce qu'il y a eu cette crise, ce Covid, comment les entrepreneurs peuvent être soutenus et dans quel cadre? Alors, je pense que Francophile est vraiment le cadre idéal pour créer une communauté d'entrepreneurs qui sont conscients du fait que le développement doit être aujourd'hui durable. Et donc, pour donner un peu de visibilité à cette plateforme Francophile, nous avons décidé de lancer un concours. Et ce concours sera doté de 3 prix. Qui couronneront 3 projets, chaque prix étant de 5 000 €, et dans trois domaines. Un projet dans le domaine de l'agriculture raisonnée, l'agroéconomie ou agroéconomie raisonnée, le second dans le domaine de la transition énergétique, et le troisième dans le domaine de l'innovation, mais l'innovation responsable, dont Anaïs a parlé, dont Olivier a également parlé. L'innovation peut faire peur, mais si elle est responsable, l'innovation peut nous aider grandement. Donc, ce concours a été ouvert le 1er mai. Le dépôt de candidature se terminera le 31 juillet et le prix sera décerné vers la fin de l'année à partir de considérations débattues par un jury tout à fait indépendant. Donc voilà, j'engage tous les porteurs de projets, d'abord évidemment à rejoindre Francophile, puisque c'est extrêmement simple et que ça ne coûte rien, et ensuite de s'inscrire au concours, ce qui peut leur permettre non seulement d'avoir un peu d'argent, mais également d'avoir une certaine visibilité. Je voudrais souligner, et Denis l'a bien dit, que non seulement cette plateforme Francophile est une plateforme virtuelle, mais elle a une racine profonde et physique à l'Hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, donc qui est facilement accessible et qui peut être un lieu de rencontre tout à fait adéquat pour les entrepreneurs qui le désirent. Merci. Alors, peut-être tout simplement maintenant donner la parole à l'un de ces entrepreneurs, un jeune entrepreneur qui a déjà aussi une longue expérience à l'international, un entrepreneur français qui s'appelle François-Jean Bello et qui a été le fondateur de plusieurs entreprises et dont Trouveur. Est-ce que François, voilà, il est à l'écran maintenant. Je vous laisse la parole pour bien nous préciser de quelle façon le business que vous le développez aussi via le partenariat et en quoi vous contribuez à un monde durable. Dites-nous ça. Merci de cette invitation et de cette prise de parole.
Effectivement, moi j'ai créé donc ma première entreprise il y a maintenant 20 ans sur la recherche d'informations, la veille, l'intelligence économique. Et aujourd'hui, comme le disait Denis, nous sommes partenaires du projet Francophile, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour moi, la création d'entreprise, elle passe effectivement par le partenariat. Et si on veut être durable et en cette période de crise, je pense qu'on espère tous justement être durable et un porteur de projet ou un chef d'entreprise ou un créateur d'entreprise, il vise la durabilité. Et un des ingrédients, à mon avis, d'une entreprise durable, c'est justement le partenariat. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul, c'est qu'on va être beaucoup plus fort avec d'autres. Alors, des partenariats, pardon, avec qui? Pour moi, il y a quelques acteurs qui sont propices à des partenariats. On en parlait, je crois que c'était Anaïs qui disait ça tout à l'heure en introduction, les écoles et les universités. Oui, je pense que s'il y a une mauvaise image, et vous parliez de défiance tout à l'heure, une mauvaise image de l'entreprise et de l'entrepreneuriat dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, c'est de la faute des entreprises aussi. Et c'est peut-être par des partenariats, par de l'accueil d'alternants, de stagiaires, de stages de découverte même, ou d'intervention dans les écoles et dans les universités, on peut, nous, entrepreneurs, faire changer la vision de l'entreprise et améliorer cette vision. Donc, il y a une notion de co-responsabilité, je trouve, dans le partenariat qui est importante. Un autre acteur avec qui on peut nouer des partenariats en tant qu'entreprise, ce sont les institutions. Je pense à la CPCCAF, je pense à la Société d'encouragement, je pense à diverses associations, avec peut-être un petit bémol sur ce que je mettrais de l'État, les institutions étatiques, parce que dans la notion de partenariat, il y a une notion de gagnant-gagnant. Il y a une notion je ne viens pas pour récupérer quelque chose, mais je viens pour apporter quelque chose. Et je peux récupérer ce que j'apporte, ou en contrepartie de ce que j'apporte. Et ça, c'est important. Et j'entends trop souvent, je trouve, des créateurs d'entreprises qui attendent beaucoup de l'État, qui attendent des subventions, qui attendent des fonds. J'étais à une intervention sur la création d'entreprise et un jeune créateur dit, bon, voilà, j'ai une super idée, qu'est-ce que l'État me donne pour que je crée mon entreprise? L'État n'a rien à vous donner en fait. Si on attend quelque chose de l'État en tant que créateur d'entreprise, on devient fonctionnaire et fin du match. Non, il y a peut-être moins de partenariats à faire avec les institutions étatiques, mais il y a plein d'autres acteurs avec qui on peut faire des partenariats intéressants. Troisième type de partenaires, ce sont les autres entreprises. Les autres entreprises, les autres créateurs, les autres. Nous, on a tissé des partenariats avec des éditeurs de logiciels, avec des concurrents, avec en fait tous les acteurs de sa propre chaîne de valeur. Alors, ça peut être à travers des clubs d'entrepreneurs, des groupements comme justement ce qu'on propose avec Francophile. Nous, voilà, je sais qu'au démarrage, faire partie d'un club de créateurs d'entreprises a été assez enrichissant pour l'échange de bonnes pratiques. Et puis après, ça peut être à partir d'une passion. On a créé un club sur le rugby et l'entreprise, le business au sein de l'univers de rugby, de l'intelligence économique, puisque nous, on travaille là-dessus, ou encore de la francophonie. Peut-être un dernier acteur auquel on ne pense pas, moi je penserais aux collaborateurs. Pour moi, les collaborateurs, ils sont aussi des partenaires de l'entreprise parce qu'ils ont une vie avant, ils ont une vie après. Et là aussi, si on base nos entreprises sur le cœur, c'est-à-dire l'humain, eh bien, il ne faut pas oublier ces collaborateurs et comment on va pouvoir, par la suite également, continuer à nouer des partenariats avec eux. Voilà, en gros, peut-être un dernier mot, justement, ce qu'on a fait avec la CPCCAF. Nous, on a créé les Assises africaines de l'intelligence économique parce qu'on s'est aperçu justement qu'il y avait pas mal d'acteurs autour de ce sujet de l'intelligence économique sur le continent africain, mais que les gens ne se parlaient pas. Et on a juste voulu se positionner en tant qu'entremetteur pour qu'il y ait un lieu de rencontre physique. Alors cette année, on va peut-être le faire virtuel pour les raisons évidentes que viennent à l'esprit, mais pour que les gens partagent entre concurrents. Et je peux vous dire que on est dans un secteur, le renseignement économique, où il y a plutôt de la paranoïa et de la défiance, pour reprendre le terme qui a été employé tout à l'heure, et on n'est pas très propice à partager de l'information. Bien, ça fonctionne très bien, en fait. Je vous donne un exemple, mais voilà, il y a deux spécialistes de l'intelligence économique au Sénégal, ils ne s'étaient jamais rencontrés, et grâce aux assises qu'on a fait en partenariat avec la CPCCAF, justement, eh bien, ces gens-là se rencontrent et travaillent en bonne intelligence. Donc, je pense que c'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat, ça rime avec le partenariat. Et que, en tout cas, on est beaucoup plus riche, on est beaucoup plus
fort si on se noue, si on noue son entreprise avec. Et je crois que je ne vais pas dévoiler un secret peut-être en expliquant ce que vous m'avez dit en préparant cette réunion, que vous allez avoir cette même manifestation, cette fois-ci en France, parce qu'en fait, et ça c'est aussi le mot que vous avez peut-être utilisé tout à l'heure, hein, coopération, mais aussi réciprocité, puisque c'est en France que ce que vous avez appris à faire en Afrique, eh bien, les Africains, avec vous, ils vont le faire ici en France. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais je ne vais pas pouvoir vous laisser en débattre plus davantage puisque je vais proposer maintenant à Grégory Richat de nous rejoindre. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Et je donne la parole à Grégory parce que je crois que c'est aussi extrêmement intéressant d'entendre le fondateur créateur donc d'OPO, hein, et vous vous occupez de d'investissement auprès donc de start-up. Vous avez vous-même beaucoup d'activités, dont certaines, puisque certaines et de plus en plus des start-up que vous soutenez sont dans des domaines de transition énergétique. Vous allez nous le dire et peut-être aussi nous parler précisément de ce que vous a apporté cette crise Covid et comment vous avez pu là aussi développer par du partenariat, du business durable. Dites-nous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que je peux me permettre que Swazik me rejoigne aussi pour parler de ce qu'on fait sur le Covid? Très bien. Je pensais voilà, que vous super. alliez lui demander un peu après parce que non, mais comme ça, on est tous les deux, on fait tous les deux partie d'OPO. Alors nous, Parfait. OPO, en fait, le maître mot, je pense, c'est l'engagement. Engagement d'abord par notre métier. Nous, on est consultants, on aide les industriels sur le terrain à être plus compétitifs, que ce soit des PME, des groupes, et depuis plusieurs années, depuis 7-8 ans, pour relancer l'industrie en France dans les territoires, parce qu'on est convaincu que l'industrie est clé pour la cohésion des territoires, pour l'emploi, que la France est incroyable en termes de terre d'industrie et que d'avoir désindustrialisé la France pendant 30 ans, c'était une erreur. Et nous, on est tous passionnés d'industrie et on est passionnés par l'aventure industrielle et on draine, aujourd'hui, on a une trentaine de consultants qui viennent de l'industrie, qui nous rejoignent pour ce projet de développer l'industrie. Et par rapport aux startups, l'industrie est à plusieurs tournants. Il y a un tournant digital, un tournant vers le vert, qu'il faut prendre les deux. Et sur le digital, on a co-créé un startup studio digital dont on est partenaire maintenant pour lancer une dizaine de startups digitales dédiées à l'industrie en 5 ans. Donc on en a 5 maintenant qui sont lancées. Et on en a une notamment qui est sur le circulaire et la valorisation de matières premières qui dorment dans l'industrie. Donc, on est convaincu que le digital peut aider au green et on s'engage en fait en aidant ces startups-là à se développer, à rentrer dans le monde industriel. On aide aussi des startups qui sont vraiment sur des filières circulaires de réemploi de bois dans un mode très early stage ou en démarrage pour les aider avec ce qu'on apprend, nous, des startups digitales pour apprendre à faire de l'itératif et donc voilà, sur un apport méthodologique et de mise en relation avec les industriels qu'on connaît. Donc, on s'engage déjà beaucoup sur des startups qui sont dans le monde du vert. Et c'est vrai qu'avec le Covid, je laisserai Swazik expliquer ce qu'on a fait. On a voulu aussi pas rester les bras croisés et confinés dans nos appartements. Et on a voulu aussi s'engager en étant sûr que le digital pouvait aider aussi à trouver des solutions pour essayer d'endiguer le Covid. Swazik, si tu veux partager un peu ton expérience là-dessus, ce serait super. Ouais. Donc effectivement, avec Grégory, on voulait partager en fait avec vous l'opportunité et le partenariat qu'on a pu créer depuis la crise Covid. En fait, ce partenariat, il s'est créé, je dirais, suite à 2 opportunités. Une première opportunité du côté d'une start-up qui s'appelle MySea. Donc MySea, c'est une start-up qui est en cours de création, qui pour l'instant est dans le secteur de la santé et crée une solution pour de la téléexpertise. L'idée était d'implanter de créer une application de téléexpertise à destination des pays à bas et moyens revenus. Et en fait, avec la crise Covid, elle a un peu pivoté, puisqu'en fait, via ses contacts, ils leur ont demandé de créer une solution pour gérer dans les pays toujours à bas et moyens revenus une réponse au Covid, les aider dans la réponse au Covid. Donc, en fait, elles ont décidé de créer plutôt une application de régulation pour le Covid. Donc, cette startup, elle est en partenariat également avec le Startup Studio, dont Grégory a parlé tout à l'heure.
Et c'est comme ça qu'on a pu être en lien avec MySea. De notre côté, l'opportunité côté OPO, c'est que on a eu un temps d'arrêt qui arrivait assez rapidement suite au confinement. Donc effectivement, c'était un peu plus difficile de pouvoir aller dans les usines pendant le confinement. Donc c'est vrai que c'était une des premières fois depuis la création d'OPO où on avait une bonne partie de l'équipe qui était à l'arrêt. Et on avait effectivement une volonté, je pense, d'agir pendant cette crise et de ne pas rester dans nos appartements, comme Grégory l'a dit. Et donc, en fait, ces deux opportunités, d'un côté, MySea qui a dû changer d'orientation et de notre côté, notre, on va dire, énergie, notre volonté d'aider, ça a créé un partenariat. Donc, nous, c'est-à-dire que le partenariat, c'était, donc en l'occurrence, moi qui ai pu travailler pour MySea plutôt que d'habitude chez un client. Et donc, ce support, c'était, on va dire, un support de temps et d'expertise. Il a pris, on va dire, deux orientations. Donc, j'ai aidé sur le côté prospection, c'est-à-dire à appeler des contacts et à structurer le process, et également à les aider à structurer l'offre de déploiement de la web application. Donc, qui sont plutôt nos expertises de consultants. Et en fait, ce qu'on en ressort de ce partenariat, c'est que ça a été un côté positif, je dirais pour OPO, mais principalement pour moi. C'est-à-dire que moi, justement, mon énergie pendant le confinement et ma volonté d'aider, c'est ce que j'ai pu réaliser via ce partenariat. Et ça a été aussi une expérience dans le monde, pour le coup, pas trop industriel, c'est-à-dire le monde de la tech et le monde des startups, donc qui est un environnement, on va dire, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et ça va me permettre de le partager, justement, cette expérience avec toute l'équipe OPO au retour quand je pourrai enfin les revoir. Et on va dire côté MySea, ça leur a permis, en fait, via ce pivotage d'offres, de créer de nouveaux modules et d'avoir une nouvelle expertise. Merci beaucoup pour ce témoignage parce que je trouve qu'il est particulièrement exemplaire de ce que l'on peut faire. Là, on voit bien avec non seulement le soutien de la structure qui appuie ces startups, le soutien personnel, parce que je crois que l'engagement de Swazik, votre engagement, il est aussi, ça a été votre volonté, ça a été aussi votre choix. Il a été soutenu et appuyé par votre, je dirais, porteur, OPE. Et vous avez de surcroît trouvé là peut-être des capacités à développer encore plus l'action, l'application sur le terrain. Comment, Grégory, vous imaginez que cet exemple-là pourrait en permettre d'autres? Est-ce que vous allez du coup faire cela souvent? Après, autant qu'on peut. C'est-à-dire que nous aussi, on vit la crise de plein fouet. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, on va avoir un objectif de retrouver de la rentabilité, enfin même pas de la rentabilité, mais au moins de rentrer de l'argent parce que on veut absolument préserver toute l'équipe et continuer l'aventure OPO avec toutes nos forces, quoi. Et après, mais dès qu'on peut, je pense que OPO, c'est un projet autour de l'industrie. L'industrie, elle est au cœur de la problématique environnementale parce qu'elle pollue, mais aussi parce qu'elle a l'énergie, l'innovation pour créer des solutions. Et donc, du coup, nous, notre engagement, dès qu'on peut l'avoir, on l'aura. Et je pense que plus généralement, quelle que soit la génération qu'on a, moi, ce que je constate, c'est quel que soit l'âge, aujourd'hui, il faut passer à un stade d'engagement. C'est-à-dire que c'est bien faire la marche du climat, mais maintenant, il faut transformer nos entreprises. Et la transformation des entreprises, si on attend que les patrons le fassent, soit on a un patron éclairé, tant mieux, soit le patron n'est pas éclairé et on ne peut pas attendre. Donc, du coup, il faut prendre les rênes, il faut suggérer, pousser, faire sa marche du climat au sein de l'entreprise de façon tout à fait pacifique et constructive. Mais il faut s'engager vers cette transformation-là de l'interne. Et Juste un dernier point. Ça, c'est fondamental pour moi pour parler de relance verte à notre échelle. Moi, je n'ai pas fait passer des lois, malheureusement. Mais en tout cas, je peux m'engager dans mon propre écosystème et dans ma propre entreprise pour essayer de transformer et d'embarquer un maximum de gens dans cette trajectoire. Et juste une question, parce que je la vois sur le chat. Est-ce qu'il y a du coup une capacité à donner encore plus de valeur à ce que vous faites et à peut-être demain, ou est-ce que vous imaginez revendre? Comment les startups qui sont dans ce schéma peuvent avoir, quelle sera leur évolution et quel type d'investisseurs peuvent être intéressés pour plus tard, pour leur tour de table peut-être?
Nous, en fait, notre modèle, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas encore d'idée, mais qui veulent aller dans l'industrie, parce qu'il y a un champ incroyable d'innovation digitale dans l'industrie. Et en fait, nous, c'est surtout Ronan de Villiers avec OSS Venture Builders, le Startup Studio, qui apporte toute la méthodologie pour les coacher de façon hyper intensive et les emmener à avoir un premier produit qui se vend. Nous, on ouvre tout l'écosystème industriel pour aller tester, trouver des partenaires, etc. Et en fait, nous, on ne se rémunère pas du tout là-dessus. Par contre, quand la boîte, une startup comme Valomat, par exemple, sur les matériaux, elle commence à avoir son produit qui tourne, qui est vendu, elle a son, voilà, elle a son premier produit. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a une levée de fonds qui est faite. Et nous, en fait, on prend une part de la valeur de l'entreprise qui correspond en fait à tout le goodwill qu'on a donné pendant les 6 premiers mois. Et tout ça rentre par un processus de recrutement très fort à l'entrée de ces entrepreneurs. Et ensuite, les entrepreneurs, nous, on reste, le OSS Venture Builders reste forcément partenaire. Nous, on est partenaire du Startup Studio, on l'est aussi. Et ça rentre dans un écosystème OPO où on est toujours bienveillant, on les accompagne. Mais l'idée après, c'est que les startups vivent leur vie et que nous, on les aide au maximum à déployer leurs ailes et à les aider dans chaque étape de croissance derrière avec nos compétences, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage passionnant. Je voulais aussi redonner la parole à Olivier Mousson parce que j'ai vu des questions qui portent justement sur comment les startups sont elles-mêmes intégrées et sont portées au sein de la société d'encouragement. Y a-t-il que des grands groupes ou bien des startups aussi? On voit bien qu'il y en a, n'est-ce pas? Alors, il y a évidemment autant de startups que de grands groupes, plus des startups que des grands groupes, parce qu'au niveau des grands groupes, on travaille, mais de temps en temps avec des fondations d'entreprise qui peuvent justement aider les startups, mais les grands groupes ont moins besoin de nous que les startups. Donc, nous organisons des concours, nous remettons plusieurs prix dans ce domaine. Nous encourageons les femmes en particulier à entreprendre. Nous essayons également de donner une autre image aux jeunes de l'industrie. On constate que de plus en plus de jeunes ont envie de monter leur entreprise. Ils n'ont pas forcément dans leur imaginaire la bonne image qui correspond à l'industrie d'aujourd'hui. Et on a besoin d'eux dans les territoires pour développer leur start-up. Et il peut y avoir des start-up industrielles. Et les start-up ne sont pas forcément uniquement dans le digital. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une industrialisation des services et l'industrie a besoin également de services. Donc, il y a aussi une hyper-industrialisation et je ne vois pas vraiment la différence. Après, bon, il faut qu'on change l'image de l'industrie polluante, sale, avec peu de compétences. Aujourd'hui, l'industrie, elle est de plus en plus propre et elle demande de plus en plus de qualifications. Donc, on est tourné vers les jeunes et il y a un talent incroyable en France. Si je pouvais donner on les voit, les startups, ils sont fantastiques. Et on est en contact avec les ingénieurs dans les écoles, ils en veulent. Comme jamais depuis peut-être 20 ou 30 ans, ils ont envie de monter leur boîte. Et qu'elle soit durable, soutenable et responsable. Parce qu'effectivement, depuis plusieurs années maintenant, hein, le sujet, notamment par exemple du changement climatique, c'est un des sujets qui est adressé par la société d'encouragement fortement. On a depuis la COP21 beaucoup œuvré pour cela. Tu peux peut-être nous en dire un mot aussi, Olivier? Alors, effectivement, pendant la COP21, on a été contacté par des start-upers et par une association qui s'appelle le Lab. Et on a accueilli pendant 3 semaines une cinquantaine de start-upers africains. Et donc, c'était le lieu de l'Afrique pendant la COP21, pendant 3 semaines. Et on a régulièrement des délégations, pas forcément dans le domaine du développement durable, mais également du digital, qui sont reçues pendant quelques jours à l'hôtel de l'industrie et elles viennent échanger avec des start-upers français. Et avec cette particularité d'avoir maintenant, avec l'ensemble des collectifs d'acteurs, une mise en lumière pour le climat où des collectifs d'acteurs extrêmement diversifiés nous présentent chaque année des innovateurs, des créateurs d'entreprises, des entreprises qui ont des actions énormes, passionnantes sur les enjeux climatiques. Donc ça, c'est tous les ans. Alors je voudrais rappeler peut-être… On remettra les prix francophiles. Il faut savoir que la société d'encouragement,
et la première association reconnue d'utilité publique. Donc, pour nous remercier d'avoir un peu développé l'industrie entre 1800 et 1824, on a créé le statut d'utilité publique pour cette association. Et donc, on a vraiment l'impression de faire œuvre utile en aidant les startups. Juste peut-être un mot pour conclure, si tu veux bien. Moi, je souhaiterais que l'on soit tous le plus possible en effet conscients que ces défiances qui parfois existent entre les différents types de partenaires peuvent être levées, comme tu l'as indiqué, par ce lien qui est renforcé, cette capacité à renforcer les liens, cette capacité à innover ensemble. Comment est-ce que tu vois que les choses se développent à cet égard? Est-ce que la digitalisation, est-ce que justement ces périodes confinées, difficiles, est-ce que ça va être une source d'opportunité ou au contraire, il va falloir encore plus, je dirais, lutter pour y arriver? Moi, je suis plutôt optimiste de nature. C'est vrai que je trouve que la France souffre de son organisation par silo. Chacun est dans son couloir, personne ne se parle. On a des réseaux, mais ils sont parallèles. Nous, on n'est pas un lieu de pouvoir, on est un lieu facilitateur, un lieu d'accueil. Et dans ce lieu se rencontrent justement ces différents réseaux de start-up, de chambres de commerce, de fédérations professionnelles, de partenaires institutionnels comme Business France, comme la Caisse des dépôts. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir à ce moment-là. C'est ça les tirs. Donc, on n'a plus qu'à se dire tentons, continuons, utilisons les nouvelles technologies, utilisons les nouvelles façons de faire. Exactement. Et puis continuons à agir parce que tout ceci, c'est très concret. C'est pas du tout une question de plaidoyer, tout comme d'ailleurs la campagne Relance Verte. Dans quelques minutes, il va y avoir maintenant le séminaire, le webinaire de conclusion et vous êtes tous invités à le rejoindre puisque nous allons pouvoir ensemble déterminer comment continuer à agir pour produire des idées, des connaissances partagées, des formations partagées et poursuivre cette action vers de l'entrepreneuriat toujours plus durable et responsable. Merci à vous tous. Merci.